Nous allons maintenant écouter M. Sidina Ould Mohamed Issa. Salam alaikum. Monsieur Seydina Ould Mohamed Issa, 4 de vos frères ont été arrêtés dans le quartier d'Abaradiou à Tombouctou en 2013. Depuis, vous êtes sans nouvelles d'eux. Vous ne savez pas s'ils sont vivants, s'ils sont morts. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ils ont été arrêtés? Est-ce que vous avez des informations sur le sort qui leur a été réservé? Et qu'est-ce que cet événement malheureux a eu sur votre vie personnelle et sur la vie de votre famille et peut-être de votre communauté? Salam alaikum wa rahmatullah. Sidina Ould Mohamed Issa. Moi, je suis Sidina Ould Mohamed. Sidina Ould Mohamed Issa de Tombouctou. Et je salue tout le monde ici. Je salue le Premier ministre. Le son. Moi, j'ai 4 frères. Ils sont venus jusqu'à côté de Tombouctou, où ils sont arrêtés. Moi, je leur ai appelé, je leur ai dit. Ils ont amené du sel, je leur ai dit de rester. Ils m'ont dit qu'il y a Boadi Kobadi, que l'armée est revenue, ils peuvent rentrer. Ils m'ont fait comprendre que c'est ce qu'Ali leur a dit. Et je leur ai dit de rester, mais Ali leur a, une deuxième fois, leur a dit qu'il faut rentrer, Ils ont donc rentré à Tombouctou, ils ont vendu leur sel. Quand ils étaient en train de se préparer pour le retour, l'armée est venue dans des voitures. Ils les ont arrêtés, l'armée les a arrêtés, les jetés dans des bâches, dans des voitures couvertes de bâches, ligotées, maltraités. Et on marchait depuis, on n'a plus eu de leurs nouvelles. L'apprenti était là-bas, mais après il a pris la fuite, il a laissé les 2 camions là-bas. Et les camions étaient bien chargés. Quand leurs parents ont appris l'histoire, l'enlèvement de leur père, un s'appelle Mohamed Ould Mahmoud, et le deuxième Tijani Ould Ould. Mohamed, il a de la famille, il a 3 enfants, et les autres aussi travaillent pour leur famille. Ils ne savent pas, personne ne sait ce qui leur est arrivé. Mohamed, c'est le grand parce qu'il avait, et sa femme est depuis devenue folle, elle n'est plus normale, elle a 13 ans. Et lui, il était tellement bon, Mohamed était tellement bon que tout le monde aimait voyager avec lui. Et les gens attendaient même qu'il prépare son voyage pour qu'on l'accompagne. Et tous les Noirs de Tombouctou veulent voyager avec lui pour aller à Tombouctou. Il est sympathique. Non, ils étaient tellement touchés, tellement attendris, par sa disparition. Maintenant, nous voulons savoir vraiment s'ils sont vivants ou s'ils sont morts.
S'ils sont morts, vraiment, nous voudrons savoir où est-ce qu'ils sont, leur tombe, etc., là où ils ont été enterrés. Depuis 2000, ils ont disparu en 2013. Depuis, est-ce que vous avez eu quelques informations que ce soit sur eux? Il n'y a pas quelqu'un à qui, une autorité à qui on ne s'est pas adressé pour demander leurs nouvelles. On a fait des papiers, des plaintes, etc. partout, mais personne. Ils sont partis avec le clan de Ali Kobadi et puis d'autres qu'on appelle Oulad Daham. Ils sont partis dans les mêmes voitures, dans les mêmes véhicules, etc. Et tout ce qui leur arrivait ensemble. Ils ont été dans la même situation avec Ali Kobadi. Personne ne nous a jamais dit, si ce n'est pas vous qui nous avez appelés. Au moins, vous nous avez donné l'autorisation, l'occasion de parler et de dire nos difficultés, nos souffrances. Oui, c'est vraiment douloureux. Je rappelle encore une fois que l'objectif des audiences publiques, ce n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pour que l'ensemble de la communauté nationale puisse partager la douleur des victimes, et aussi c'est un but pédagogique. C'est, comme je l'ai dit ce matin dans le discours, c'est pour que tous ensemble, on ne dise plus jamais ça, que les Maliens et les Maliennes se mobilisent pour mettre fin à ces violences, de quel côté qu'elles viennent. Aujourd'hui, 2013, plusieurs années après, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous avez un message? C'est une question que je pose à toutes les victimes à la fin, parce que c'est important qu'on sache dans quel état d'esprit vous êtes, malgré cette douleur. Ce que je veux faire entendre au Mali, que le Mali retourne à ce que le Mali a l'habitude de faire là, une fois. Ces gens, ils n'ont jamais pris les gens n'ont jamais pris, ils sont venus vendre leur chaîne, ils n'ont jamais pris ils sont venus vendre leur chaîne. Des grands camions remplis de sel, avec des apprentis, des manœuvres, blancs et noirs. Est-ce que ça peut dire que ça c'est des rebelles? Est-ce qu'on peut imaginer? Je voudrais dire à mon État que ce comportement-là de ségrégation, de discrimination, vraiment, l'État doit cesser ça. Et les gens, ils sont obligés de vivre ensemble. Si l'État veut faire disparaître le blanc du noir, et ainsi réciproquement, si le blanc ne peut pas aussi faire disparaître le noir, ils doivent vivre ensemble. Les gens pauvres, etc., tout ça, les petits. Nous voudrons vraiment de l'aide pour ces orphelins, etc., qui sont restés là. Les pauvres femmes qui sont en train de travailler, leurs enfants sont partis, là, disparus. Vraiment, l'État, nous voulons de l'aide. Tout ce que l'État peut faire pour aider, pour assistance et aide, les gens ils en ont besoin. Les gens doivent être. Il ne faut pas qu'on prenne un voyou là et puis on se retourne contre sa communauté. Et puis se retourne. Ça, ce n'est pas normal du tout. Quand on voit un chameau blanc, on va dire c'est un rebelle. Quand on voit un coq blanc, on dit c'est un rebelle.
Ce n'est pas normal. Il faut que les gens se ressaisissent. Nous sommes contents quand on a appris que l'armée malienne est de retour et que la paix va revenir. Et les gens commencent. C'est parce qu'on a eu confiance en l'armée, c'est pourquoi l'armée vient maintenant et se retourne contre nous et fait disparaître ces gens. On ne peut pas séparer. Le Mali, c'est pour nous, c'est notre Mali, c'est notre État. Et nous allons y rester. Bon gré, mal gré, nous sommes nés là-bas, nous allons mourir. Nos parents sont là-bas, et notre histoire est là-bas. C'est notre pays, c'est notre patrie, le Mali. L'Algérie nous demande, la Mauritanie nous demande. Nous sommes Maliens et nous resterons Maliens. Alors on ne quitte pas. On cherche la paix, on cherche la sécurité, la paix, tranquille. Et on ne quittera pas notre pays. Vraiment, je pense qu'on va terminer sur votre message quand même de patriotisme. Vous êtes malien. La nationalité, comme dirait un de mes amis, n'est pas une question de couleur de peau. C'est un lien juridique entre une personne. C'est un pays pour nous tous. C'est une nation pour nous tous. Les blancs, les noirs, toutes les ethnies. Je crois que au fur et à mesure, ça revient toujours dans les audiences publiques, la question de l'amalgame. Ça, il faut le dire. Ça revient toujours. Mais en même temps, ce n'est pas une politique d'État. Peut-être c'est des éléments qui le font. Mais quand même, ça doit interpeller. Je crois que quelque chose doit être fait par rapport à ça, parce que c'est impressionnant quand même la résilience des victimes par rapport à ça. Les victimes qui ont subi ce qu'eux considèrent comme une discrimination, mais qui n'est pas une discrimination d'État. Leur résilience, ils maintiennent leur malianité, ils sont fiers de leur nationalité malienne. Je crois que ça, c'est important. Et ça doit parler à tout le monde. Donc, vraiment, nous vous remercions infiniment. Je crois que votre message a été entendu par les autorités, par tous les Maliens, par l'armée, par les militaires, par tout le monde, par les groupes armés. Je crois que c'est important que tous les acteurs sur le terrain, militaires, groupes armés, que tout le monde reçoive ce message-là. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci beaucoup.